Bonjour et bienvenue sur ce dépouillage de concours de création de boss. Il y avait un concours qui se passait du 7 au 14 07, donc juillet 2021. Vous nous avez envoyé vos créations via l'encyclopédie, donc l'outil qui permet de créer des trucs. Je vais les dépouiller, les noter selon des critères, on va voir ça juste après. Et le gagnant aura le droit de gagner ce truc-là. Donc une magnifique petite figurine d'un boss qui s'appelle l'assimilé, donc qui est un boss du chapitre 2. Donc cette personne, au lieu d'avoir le jeton, aura le droit d'avoir la figurine qui déchire. Donc les critères, ce sont lesquels? Avant de rentrer un petit peu dans le cœur du sujet, donc je vais mettre ça, mes petites lunettes, sinon je vois rien, je suis désolé, ça fait toujours des reflets. Le fun, l'originalité et l'équilibrage. Donc ce sera les trois critères. Alors originalité, c'est-à-dire que vous ne me faites pas un truc qui est du copier-coller de ce que nous on a déjà fait, vous allez me chercher des mécaniques qui sont intéressantes. L'équilibrage, ça veut dire que votre création, autant que faire se peut à la lecture, parce que je ne vais pas la tester forcément, me paraît équilibrée. Ça me paraît être un boss qui va opposer une menace intéressante sans pour autant écraser tout le monde, sans pour autant être trop simple. Voilà. Donc en gros c'est ça, c'est que la difficulté ait l'air à peu près dosée. Et le fun, c'est-à-dire le fun qui se dégage du boss là à la lecture, est-ce que ça me donne envie de lui mettre sa misère ou pas? Est-ce que j'ai envie de tester les mécaniques? Est-ce que ça me donne envie de tester des synergies de héros contre lui? Est-ce que j'ai envie de le jouer aussi? C'est aussi important en tant que MDD, avoir envie de jouer ce boss. Voilà. Donc ça va être un petit peu ces trois critères-là. Je vais donner une note sur 10 à chaque fois, ce qui donnera un total sur 30, et celui qui aura la meilleure note aura gagné. Si un créateur m'en envoie plusieurs, et ben je prendrai simplement la meilleure de ces notes. Plus vous en avez fait quelque part, plus vous avez de chances de gagner, plus de taf. Les heures sont payées, je sais pas quoi. Comment ça va se passer? Alors, il y a, je vous switch, je vous mets comme ça, voilà. Il y a sur Facebook, donc les gens qui m'ont mis, qui ont commenté ici leurs propositions. Et je crois que j'en ai aussi sur les recrues de l'ordre de Veillel. Je vais m'ouvrir vite fait. Les recrues de l'ordre de Veillel, c'est là, hop là. Vous venez de voir que je joue à Pokémon Go en ce moment, ça intéresse des gens. Et est-ce qu'il y a des gens, parce que j'ai dû partager le truc, qui m'ont commenté ici? Voilà, donc pour éviter de louper des gens, on va regarder aussi ces gens-là. Donc voilà, donc il fallait me commenter quelque part que vous participiez, avec quel héros, moi je vais le regarder, et puis c'est parti. Donc le premier, on a les boss qui sont ici au nombre de 11. On va commencer par ce qu'il y a là, je vais les faire plus ou moins dans l'ordre. Je soumets Yield légendaire, Urval le fondateur, Titan du Nord et Liqueur résident des enfers, ok. Donc 1, 2, 3, 4 propositions par Hermos. D'accord, est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a Benoît qui nous propose Nios, ok, je vais les regarder vite fait ici. On en a Wilfried Manager qui m'enfile 2 aussi, 1, 2, c'était... Ah, j'ai oublié de te répondre, ah ouais, t'as... poser les questions il y a 10 heures aussi, donc si tu me poses une question à 1h47 du mat, effectivement c'est un peu tard. La question c'était quoi? Je demandais si c'était des boss orientés chapitre 1 ou 2, ou c'était open ou pas. Je voulais du chapitre 2, mais connaissant pas les stats, ok, c'est pas grave. En fait, vous me faites un boss du chapitre 1 ou du chapitre 2 qui fait les deux, peu importe. Je vais pas juger là-dessus de toute façon. Franck Liénard qui fait sa proposition, et c'est donc Mathusalem, je crois, j'ai déjà vu passer, donc on l'a, ok. Et ici, est-ce qu'il y en a d'autres? Fais-nous un boss, c'est ok, c'est parti. Combien mesure cette figurine en comparaison d'une figurine classique? Tu as la réponse dans la vidéo, ok. Ça merci Hermos de répondre. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup plus de... S'il y a ce truc là, le Goliath du feu, est-ce que le Goliath du feu, je l'ai ici? Ouais, ok, a priori je les ai tous là. Je pense qu'en fait tous ceux qui ont été faits sont proposés, donc on va pas se prendre la tête, on va lire les 11 et on est parti pour dépouiller ce truc. Donc je ferme ça, j'ai mon truc pour noter et on va les faire dans l'ordre. On a donc Aelis l'espiègle fait par Hermos. Donc Hermos, et on est parti pour la lecture. Comme ça vous allez voir un petit peu ce qui se passe dans ma tête quand je lis vos créations, toujours pareil. Tiens d'ailleurs, vu que je vais être assez méchant, parce qu'en général je suis assez méchant quand je vous lis, et après je vous quiche la tête, surtout si c'est Hermos, je vais quicher la tête. Je vais mettre mon Bob dont je suis très fier. Attention, hop, le Bob cochon. Donc là, vous avez le droit en live de vous faire quicher la tête par un mec qui a un Bob cochon. Comme ça, ça va dédramatiser un petit peu le truc. On a été le récupérer au Tour de France. J'ai pas vu le vélo passer, je suis allé pour choper le Bob et on a chopé le Bob. Et c'est pas moi qui l'ai chopé, c'est d'ailleurs Colline, la graphiste, qui m'a chopé le Bob. Bon, la beauté de l'objet susnommé. Ce qui est encore plus triste, c'est que j'ai jamais bouffé cochonou de ma vie. Mais voilà, le Bob est stylé, quoi. Donc,
Aelis, on a dit l'espiègle, qui nous fait incorruptible. Aelis est insensible aux essences de corruption. Ok, alors les essences de corruption, je rappelle, c'est un truc qui arrive dans le chapitre 2. Hein. C'est en gros des capacités supplémentaires qui vous prennent un emplacement d'objet. Et en gros, ça vous fait monter la corruption sur vous. Donc plus vous l'utilisez, plus vous êtes corrompu. Et c'est un effet négatif. Enfin, je ne vais pas refaire le débrief là-dessus, mais le poison, la brûlure, voilà, ça c'est des effets négatifs. C'est un peu le même genre. Vous mettez volontairement de la corruption pour faire des capacités supplémentaires. Donc visiblement contre ce boss ça marche pas sur elle, et durant tous les combats les joueurs ne peuvent plus utiliser leurs essences de corruption. Oui, donc effectivement là il y a deux phrases, en vrai la deuxième aurait suffi, hein. Durant tout le combat les joueurs ne peuvent plus utiliser leur essence de corruption, voilà. Ça aurait justifié le fait qu'ils peuvent pas l'utiliser, parce que des fois c'est des bonus pour eux et des fois c'est pour frapper le monstre, hein. Si effectivement on veut juste qu'il n'y en ait pas, la première phrase suffit. Farce douteuse, une fois sur deux au tour des joueurs, ok. Le MDD laisse le choix au joueur. Alors, il y a plein de choix. A. Il se déplace 2 fois mais n'attaque pas. Donc il laisse le choix à tous les joueurs avant le début du tour ou à chaque joueur, on va voir. Il attaque 2 fois mais ne se déplace pas. Ok, il peut faire gratuitement une capacité au choix. Ça c'est fort. Il ignore la def. Ok, il ignore la red deg. Ok, il se soigne de 4 vite. Un choix ne peut être fait qu'une fois sur un même tour. Quel que soit le choix fait par chaque joueur, au lieu de faire un jet de def, le MDD lance un D6. Sur un résultat pair, Aelis ne prend que la moitié des dégâts. Sur un résultat impair, elle ne prend qu'un dégât ignorant. Okay. Donc en fait, à chaque fois que le boss doit se défendre, peu importe hein, visiblement l'attaque, c'est au lieu de faire un jet de def. Donc qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de jet de def? C'est une bonne question. Concrètement, si c'est un jet de validation, genre au prix d'un jet d'intelligence par exemple, est-ce qu'il lance quand même le D6 ou pas? Et après, soit il réduit de la moitié des dégâts, soit il réduit... soit il ne prend qu'un dégât, ignorant la réduction de dégâts. Donc c'est soit la moitié, soit elle prend 1 en fait, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Ok, donc effectivement on peut avoir des compétences gratuites, mais en fait ça peut ne pas taper, hein, c'est de la chance. Ok, par contre je me demande par exemple, donc quel que soit le choix fait par chaque joueur, en vrai, moi dans ce cas-là par exemple, ignore la def, je le prendrai jamais. Ignore la red deg, il y a de grandes chances que non plus, parce qu'en plus elle n'a pas une red deg de ouf, elle est à 2. Donc en fait je spammerai probablement le attaque 2 fois, déplace 2 fois si on est dans le chapitre 2, pourquoi pas, et la capacité de ton choix gratuitement. De temps en temps un soin quand si le soigneur venait à mourir, tout ça, mais en fait autant spammer les grosses capacités qui mettent 50 points de dégâts, et même si ça fait que la moitié des dégâts, c'est quand même 25 gratuits. Je sais pas comment ce truc là s'équilibre, j'ai un peu des doutes sur la capacité de ce truc là à s'équilibrer et avoir des choix qui sont autant rentables que les autres, ou avoir cette sensation d'avoir des faux choix en fait. Hein. Une seule fois pendant le combat, lors d'un tour des joueurs et pendant, donc là je lis tricherie pardon, et pendant tout le tour des joueurs, ok. Donc c'est une seule fois par combat. Lorsque le MDD rate un jet de def, ok, au lieu de prendre les dégâts, Aelis les redirige sur son assaillant avec les mêmes conditions. Alors là, par exemple, moi j'ai un problème avec le fait qu'elle est jamais censée de lancer... Elle est jamais censée faire de jet de def en fait. Farce douteuse, ça dit qu'elle fait jamais de jet de def et qu'elle lance un D6. Et donc elle, au lieu de faire jet de def, donc elle fait pas de jet de def et après on me dit si elle doit faire un jet de def machin. Donc il faudrait dire que farce douteuse n'est plus utilisée. Et là il y a un truc qui se contredit, il y a un pépin quelque part. Si Aelis passe à 7 vites ou moins, elle se soigne pour revenir à 70 vites. Alors, est-ce que ça marche si elle meurt? Ça, c'est ma première question. Il manque une petite phrase pour dire qu'est-ce qui se passe si elle a 8 points de vie et que j'ai mis une mandale à 10 même à 20, tu vois, donc ça fait 10 à la moitié, donc elle est censée crever. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est juste... Est-ce que ça peut trigger aussi plusieurs fois? À mon avis, oui, forcément, si tu arrives, il faut la tuer en un coup en fait. Hein. T'es obligé parce que sinon il n'y a pas marqué que ça s'utilise qu'une seule fois. Donc en gros l'idée c'est que t'es obligé de faire le dernier coup fatal d'un coup, sinon elle revient. Ce qui peut être un combat un petit peu longuet, mais en même temps comme t'as des capacités gratos machin, ça peut pas mal s'équilibrer. Par contre on a vraiment un problème avec tricherie qui empêche de faire des jets de def. C'est très étrange. Donc, ayant pris tout ça en compte, Hermos donc. Le fun. J'ai envie de dire que c'est assez fun. Je pense qu'avoir l'idée d'un boss qui se régénère automatiquement, je sais pas dans quelle mesure ça va vraiment s'équilibrer. Je pense qu'au niveau des choix, il faut soit en enlever, soit en rajouter des un petit peu différents, parce que là dans l'état il y en a 2-3 en trop. Hein, donc si c'est pour en avoir 2-3 qui vont jamais être pris, c'est pas vraiment la peine.
et il faut régler le problème de la tricherie qui se contredit avec la farce douteuse. Mais dans l'idée, le boss, moi, m'a l'air intéressant d'avoir un boss qui se régénère automatiquement si tu fais un peu de la merde sur le finish. Ça me motive bien. L'originalité, je pense que c'est assez original parce que donner des bonus aux héros et leur donner des solutions de faire des trucs gratis ou de se soigner de ce machin et en même temps bloquer un petit peu leurs dégâts, je pense qu'il y a un petit quelque chose qui est quand même assez original et qui est assez rigolo à jouer. Donc j'ai bien envie d'y mettre un petit 7 en originalité et équilibrage. Je suis pas sûr du tout. A priori, moi, ça me paraît pas si déséquilibré que ça. Et j'ai envie de dire, ça dépend. Niveau 5, ça me fait pas peur. Niveau 7, ça me fait un peu peur. On va considérer que le niveau 7, vous les connaissez pas vraiment, donc on va pas juger là-dessus. Mais niveau 5, qu'est-ce qui se passe si tu viens avec un aventurier, avec un barbare qui balance des mandales à 30 à chaque tour avec les dégâts x3 et le D20, voire avec un mago, tu viens un barbare, mago, aventurier, tout est gratuit. Tu spams ces compétences-là. En vrai, en 2-3 tours, ça peut être torché, ça t'a rien coûté, t'as eu aucune difficulté. Donc c'est une très bonne question de savoir à quel point c'est équilibré. Je pense qu'un petit 6, je pense qu'elle n'est pas si bien équilibrée que ça. Il y a peut-être une réflexion à faire. Peut-être qu'avoir des capacités qui coûtent la moitié du coût, ça aurait suffi. Gratuit, c'est peut-être un peu cadeau. À voir. Le prochain, qui est aussi de Herbemos. De toute façon, il en a fait what milliard, Herbemos. D'ailleurs, je vois qu'Hermos s'est mis érudit là, parce qu'il est érudit effectivement sur le Discord de Paria. Je rappelle que j'avais posé la question de savoir si vous étiez intéressé par avoir d'une manière ou d'une autre des grades sur l'encyclopédie, ne serait-ce que pour quand vous faites un commentaire sur une création de quelqu'un ou vous discutez de quelque chose, celui à qui nous on a donné le grade, c'est celui à qui on considère qu'il connaît suffisamment le jeu, donc son avis a une importance. Disons qu'il le maîtrise suffisamment pour dire ok là je suis d'accord, je suis pas d'accord, ou ça c'est en désaccord avec telle règle ou tel machin. Voilà. Donc ça donne un petit peu de légitimité aux gens. Savoir si ces choses-là vous intéressent, le débat peut être relancé. Hein. Donc, Gruul, Titan du Nord. Alors, je vais juste mettre Gruul. Qui est donc attaque une fois jusqu'à 3 joueurs. Ok. Au début du tour de joueur. Ok, le MDD choisi. Les objets consommables sont inutilisables jusqu'au prochain tour des joueurs. Les joueurs ne peuvent plus utiliser de capacité jusqu'au prochain tour des joueurs. Les joueurs ne peuvent pas recevoir de soins jusqu'au prochain tour des joueurs, donc on aurait pu probablement mettre jusqu'au prochain tour des joueurs. On aurait pu dire par exemple, le MDD choisit l'effet suivant qui est actif jusqu'au prochain tour des joueurs, 2 points, et puis mettre les 3 effets, un truc un peu comme ça. Il n'est pas possible de faire le même choix 2 fois de suite. Oui, ça on en avait parlé avec Hermos effectivement, parce qu'il m'avait mis, et je crois qu'il y avait un choix en moins. C'était en fait soit les objets, soit les capacités. Et je lui ai dit, moi si tu m'obliges pas à le faire, je vais te spammer l'interdiction de capacité tout le long en tant que MDD. Et tu vas juste jamais rien faire quoi, parce que les objets consommables me font beaucoup moins peur que des grosses capacités. Si je dis à tout le monde vous ne pouvez plus utiliser de capacité, d'ailleurs avec ce truc là, même à l'heure actuelle, hein, je peux empêcher des mecs de soigner tout le temps. Puisque je peux dire vous n'utilisez plus de capacité à un tour, puis le tour d'après vous n'utilisez pas de soins, puis après je redis capacité, plus soin, capacité, plus soin, donc les mecs ne pourraient dans l'absolu jamais se soigner sauf avec des objets. C'est une bonne question. Je pense que quand c'est comme ça, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des choix qui laissent des choix aux joueurs, qui changent le paradigme de jeu pour les joueurs. Par exemple, dire un tour sur 2, les capacités coûtent le double. Ok, t'as un mec qui va mourir, tu peux soigner, mais ça te coûte 4 d'endurance. Tu veux le faire quand même ou pas? Ça donne des débats, ça donne des réflexions, ça relance les trucs, c'est pas juste ça c'est mort, vous le faites pas. Ces réflexions-là sont intéressantes. Par exemple, les objets consommables, plutôt que de dire ils ne sont pas utilisables, on aurait pu dire elles sont utilisables au prix d'un jet de deck supérieur à égal à machin. Ok merde, tu veux lancer ta bombe, c'était prévu, ou ton couteau, mais t'as pas beaucoup de dex, donc on attend un tour ou pas. Et ce genre de truc, pareil pour une pierre de raise. Ok, il faut que tu raises le copain, mais il faut un jet de dex. Ou d'autres choses. Hein. Donc dans l'idée, je pense que avoir des trucs qui obligent des réflexions chez les joueurs, c'est intéressant. Pareil pour les soins, ça aurait pu être simplement les soins sont divisés par 2. Quel cas, tu peux soigner ton mec, mais tu vas y mettre que 2 points de vie, est-ce que ça t'intéresse ou pas, voilà, ce genre de truc là. Ou alors la moitié des soins sont rendus au boss. Enfin, il y a tout un tas de trucs qui sont intéressants à faire qui forcent les joueurs à prendre des décisions. C'est quand même ça le but à terme aussi. Faut savoir qu'aussi quand le jeu est joué sans MDD, il faut que ces boss aient une saveur. Donc là je pense qu'il y a une bonne idée de forcer des restrictions. Je pense que dans l'exécution il y a peut-être du taf encore. Et on en a parlé avec Hermos, hein, mais c'est que là en le lisant, là, j'ai ces idées qui me viennent. Et donc de temps en temps c'est pour ça aussi que moi je relis et je reviens quasiment 3 fois par semaine sur nos héros, sur nos boss, sur nos machins, parce que j'ai d'autres idées qui me tiquent, d'autres manières de formuler, d'autres trucs qui sont mieux en fait, hein, mais il faut laisser reposer et revenir. Alors ensuite punition pour chaque joueur, attaquer.
Le MDD choisit l'un, ignore la red deg, ignore la def, inflige poison 2 au lieu des dégâts. Bon, c'est important, c'est au lieu des dégâts, où chaque choix ne peut être fait qu'une fois par tour. Oui, effectivement, parce qu'il attaque 3 joueurs. Donc ça, c'est intéressant en fait. Dire, il y en a un, je vais ignorer la red deg, l'autre, je vais ignorer la def, et une autre, je vais infliger le poison 2. La problématique, et ça je lui avais dit, parce que les gens vont poser la question, notez là dans la restriction, ignore le défenseur, parce qu'effectivement, il ignore le défenseur du coup, s'il fait ça. Lorsque Gruul, donc l'exil, lorsque Gruul, Titan du Nord, est à moins de la moitié de sa vie à chacun des tours du MDD, celui-ci désigne un joueur qui doit faire 13 ou plus sur un D20. Ok, donc c'est un jet pur. S'il échoue, il est exilé jusqu'au prochain tour du MDD. Ok, pendant son exil, le joueur et le MDD font les jets de def et le MDD retient le meilleur score. En cas d'échec, les dégâts sont partagés entre le joueur et Gruul. Alors là, il me manque des trucs. Il me semble que d'ailleurs c'est ce que j'ai commenté. Ouais, que je crois comprendre ce qu'il veut dire sur l'exil, mais il manque des phrases, il manque quelque chose. Je pense que ce qu'il dit, c'est quand il dit qu'ils font les jets de def, c'est que le joueur et le boss font les jets de def quand le boss est attaqué. Et que si jamais, donc il lance comme si le joueur défendait aussi le boss en fait. Et quand il arrive à faire le jet de def, donc on retient le meilleur des deux scores, c'est-à-dire que si le joueur a fait un meilleur score pour le boss, et ben, on garde le meilleur score, mais si jamais même ce meilleur score ne suffit pas, un critique ou vraiment un bon jet de la part du joueur qui attaque le boss, et ben les dégâts sont répartis entre le joueur qui est exilé et le joueur qui n'est pas en exil. Voilà. Je pense que c'est ça qu'il veut dire, auquel cas, si c'est ça, c'est fun, c'est hyper intéressant en plus d'avoir un joueur qui passe un peu du côté de l'ennemi, tout ça c'est rigolo. Ça arrive dans le chapitre 2 d'ailleurs, mais l'idée est intéressante. Et par contre, au niveau de la phrase, il faut faire un petit peu de relecture, un petit peu de tout ça. Je vérifie que la technique, ça a l'air d'aller, Donc, why not, intéressant, mais à réécrire. Donc la restriction, pour moi, drôle, mais... ça manque de prise de décision et d'échange avec les joueurs. Donc pour moi, il faudrait revoir les trucs CF, ce que j'ai dit avant. La punition, c'est hyper intéressant. Par contre, il faut marquer ignore les défenseurs là-haut. Et exil, c'est cool. Par contre, il faut réécrire aussi un petit peu le texte. Mais par contre, c'est fun. Alors, je pense que ce boss est très fun à jouer. J'ai envie de lui mettre un bon 9. Parce qu'il se passe énormément de choses. Il est assez original aussi. Il se passe énormément de choses hyper originales. Il n'y a rien de ce que j'ai vu là qui est vu ailleurs. Tout est... un petit peu cette saveur. Et l'équilibrage, j'ai pas regardé ses points de vie, sans PV, il se soigne pas vraiment, il réduit pas vraiment les dégâts, mais il va faire chier les joueurs tout le temps. Je pense qu'il est assez équilibré en vrai. À la réécriture près, et c'est ce que j'ai dit est bon, je pense qu'il est assez équilibré. Je pense qu'un petit 7, petit 8. En fait, je vois rien qui me choque dans l'équilibrage, donc un petit 8. Donc là, je vais faire, pour ceux qui connaissent un peu. Et on est parti pour Elina, sombre fureur, qui est toujours d'Hermos. En fait, Hermos me casse les bonbons depuis je sais pas combien de temps pour avoir le droit de faire des boss. Et maintenant que je lui ai fait, c'est normal qu'il sorte de son système aussi. Alors, il me dit... Alors déjà, dans la description ici, j'ai pas lu vos descriptions, m'en voulez pas. Sombre fureur, 3 d'attaque. Oui, alors là, de ce que j'ai compris, c'est que c'est 2 boss en un, en fait. Au début, j'ai cru que c'était quelqu'un qui était monté... Enfin, Elina qui était montée sur Sombre fureur, qui, je crois, est le cheval. Et en fait, non, c'est 2 boss différents, supposément, qui attaquent, donc qui ont chacun leur PV 40 et 60, ce qui fait un total de 100, ok. Avec les caractéristiques qui sont là, attaque 3, dex 5, 6 def, 0 red deg, 7, 5, 4, 3, qui sont des stats lorsqu'elle meurt, son pouvoir gagne 68 et onde. Lorsqu'elle meurt, sombre fureur gagne 68 et onde. Ok, donc ça veut dire que si jamais tu tues Elina en premier, sombre fureur regagne 60 vies. Donc tu es un peu obligé de tuer sombre fureur en premier. Okay. Pas tuer Elina en premier, ok. Donc à chaque tour du MDD, donc pour Elina apparemment, soit les joueurs doivent faire un jet de def supérieur ou égal à 15. S'ils échouent, elle leur inflige 3 dégâts, ignorant la réduction en dégâts. Soit elle attaque le défenseur, si l'attaque réussit, elle inflige chaque dégât, ignorant la réduction en dégâts, et attaque une fois de plus le défenseur. Donc en fait, elle choisit de soit faire un jet de def à tout le monde, soit d'infliger 5 points de dégâts au def et de leur attaquer derrière. Alors là c'est pareil. Pour moi ça c'est un peu des faux choix dans le sens où, mettons que tu es 4 joueurs, on va partir sur une équipe moyenne, si je peux mettre 3, j'ai une chance de mettre 3 points de dégâts à tout le monde,
sur un jet de def en plus à 15, ça va en calmer un paquet, surtout s'il y a des magiciens. Je le fais à chaque fois. J'ai pas de raison de me dire je vais aller tuer le défenseur en premier. Une fois que le défenseur est tout seul, j'ai gagné, probablement. Alors que du coup pour moi c'est toujours pareil, ça c'est des faux choix qui quand tu les poses stratégiquement, il n'y a plus de décision à avoir. Tu spams le 3 jusqu'à temps que tout le monde soit mort, et une fois qu'il est mort, tu as le défenseur tout seul, tu y colles le 5 plus la mandale supplémentaire. Du coup ça manque de cette notion d'être suffisamment équilibré dans les choix pour vraiment poser une réflexion intéressante. Elina en blindage, autour des joueurs et pour chaque attaque. Le MDD choisi. Elle gagne plus 4 en def ou plus de red deg. Le choix doit être fait avant chaque attaque et n'est pas cumulable. Ok. Donc à chaque fois qu'elle va se faire attaquer, elle peut choisir si elle a 4 en def ou 2 en red deg. Donc est-ce qu'elle fait confiance à la def ou la red deg? Ouais, pourquoi pas. C'est pas hyper original, mais c'est fonctionnel et ça peut avoir ses questions effectivement. Pourquoi pas. Sombre Fureur, galop fracassant. Donc là on est sur le cheval. À chaque tour du MDD, lors de son déplacement, il doit traverser au moins un joueur et lui inflige 2 dégâts, ignorant la réduction aux dégâts. S'il ne peut pas traverser au moins un joueur, il ne fait que se déplacer une seule fois. Donc en fait je me déplace et puis si je traverse un joueur, voilà, il y a moyen de tourner ça différemment en fait. Ce serait de dire... Et il doit traverser. Donc en fait non, effectivement, ce qui veut dire c'est que s'il peut le faire, il est obligé de le faire. Traverser au moins un joueur, et c'est au moins un joueur donc il peut le faire à plusieurs. On a pareil la réponse des dieux qui est un boss du chapitre 2 qui a cet effet là, donc il peut se déplacer au travers des murs, au travers des machins, et qui d'ailleurs c'est une arène, vous l'affrontez dans une arène très chiante pour les joueurs et très agréable pour elle parce qu'elle fait ce qu'elle veut, mais effectivement quand elle traverse des joueurs elle lui colle des dégâts. Donc l'idée est un peu la même. Sombre Fureur esquive autour des joueurs. Si le jet de def échoue, il se déplace de la moitié d'un déplacement. Attention, il y a un avion qui se pose. Voilà. Autour des joueurs. Si le jet de def échoue, il se déplace de la moitié d'un déplacement normal et prend la moitié des dégâts infligés. Si le jet de def réussit, il se déplace et ne prend aucun dégât. Donc, okay. Donc à chaque fois que... alors là, c'est presque dommage. Parce que il y a le galop fracassant qui nous dit que quand on traverse des mecs, mais il est marqué à chaque tour du MDD, donc c'est au tour du MDD, parce que effectivement ça pourrait être intéressant d'avoir le cheval qui dit qu'à chaque fois que tu le tapes, il va se déplacer, quand il se déplace il te met des mandales. Ça aurait été rigolo, mais ça se contredit un peu en disant que le galop fracassant c'est juste au tour du MDD, c'est non pas quand il défend aussi, en fait, ça aurait été juste à chaque déplacement en fait, ou lors de son déplacement, ou lors de chaque déplacement, ça aurait suffi. Là les deux se contredisent un peu, c'est un petit peu dommage. Ça perd un peu en saveur du coup. Je suis un petit peu plus mitigé sur ce truc là parce que je vois pas l'intérêt que tu aurais de ne pas tuer Sombre Fureur en premier, parce que sinon Elena va lui remettre, vu que c'est gain 60 vite, sinon ça aurait pu le ramener à la vie, je sais pas, c'est pas dit. Donc clairement tu tues Sombre Fureur en premier, ensuite tu fais Elena. Il n'y a pas vraiment de décision à avoir sur le Onde. Le blindage est un peu plus intéressant par contre. Le galop fracassant se contredit avec l'esquive. Il y a plein de choses dans ce héros, enfin dans ce boss pardon, qui fait que pour moi il est pas poli, il y a encore des grosses réflexions à avoir. Du coup fun, j'ai envie de mettre un petit 6, que j'aime quand même bien le galop fracassant modifié, ça peut être intéressant. Original, moins que les autres, je pense que 6 c'est pas mal. Et équilibrage, il m'a pas l'air déséquilibré. Je pense que ça on peut pas le dire. On peut le dire, pardon, il m'a pas l'air déséquilibré, mais il m'a pas non plus l'air particulièrement on the spot comme disent nos amis british. Allez, le prochain. Je me sers un petit coup d'eau, m'en voulez pas. Faites une pause flotte vous aussi. Qui est donc maîtresse des arcanes et qui n'a pas de créateur, ou c'est l'encyclopédie qui bug? Il n'y a pas de créateur, c'est marrant ça. ID user of nul. Ça a été fait par un utilisateur qu'on ne connaît pas, qui n'est pas chargé, donc un utilisateur qui n'existe plus. C'est possible ça? Eh bien on vient de voir un bug en live, et bien si c'est lui qui gagne, on verra bien. Je me poserai la question de savoir qui c'est. Donc je vais marquer bel inconnu. J'arriverai à le retrouver, hein. Ça doit y avoir un petit bug quelque part, je sais pas pourquoi. En plus de son attaque de base, le rafale arcanique. Donc elle attaque 2 fois, elle ignore le défenseur, elle fait 3 de dégâts. Vous mettez souvent des stats assez faibles au niveau attaque et défense pour des boss. Je dis ça, je dis rien, vous êtes assez gentil là-dessus. En plus de son attaque de base, rafale arcanique. Itmera, j'imagine,
déchaîne les arcanes sur tous les joueurs, infligeant ainsi 2 points de dégâts, ignorant la réduction aux dégâts, donc ça balance 2 à tout le monde, ok, à chaque tour, sauf en cas de jet de dex supérieur égal à 12, en cas de coup critique ou d'échec critique des joueurs, un malus de 2 est appliqué à leur force. Alors je comprends pas. Alors, je vais expliquer pourquoi je comprends pas. En cas de coup critique ou d'échec critique, si c'est des joueurs, hein, j'imagine. Hein. Parce qu'il n'y a pas de coup critique possible du boss, puisque il n'y a pas de jet à ce truc-là. Donc elle peut pas faire de coup critique. Donc j'imagine que si le boss, enfin si un joueur fait un 20 moins 1, il prend moins 2 à la force. Sachant qu'il n'y a pas marqué que c'est cumulable ou pas cumulable, c'est pas dit, j'imagine que c'est cumulable vu qu'on ne le dit pas. Donc effectivement ça peut tout doucement calmer les gens. Après c'est sur un échec critique ou sur un coup critique, donc c'est quand même assez rare. Auquel cas il faut se poser la question, c'est qu'est-ce qui se passe, quid des équipements non portables. Mettons que j'ai un truc qui utilise la force, qu'est-ce qui se passe si j'ai plus la force? Donc il faudrait noter en vrai une petite phrase qui dirait les objets, vous pouvez toujours porter vos équipements même si vous n'avez pas les prérequis, un truc un peu comme ça. Mais sinon ouais en gros c'est 2 dégâts à tout le monde sur un jet de def esquivé, donc en gros c'est des trucs qu'on a fait avec le roi, c'est les flammes, c'est tous ces trucs là, c'est des esquives globales, c'est du classique, c'est fonctionnel, il n'y a pas de raison, mais c'est pas hyper original pour le coup. Extase arcanique, tous les 2 tours. Ithmera s'immobilise, empêchant la réalisation de ses autres compétences et attaques de base. Ok, donc je fais rien. S'entoure d'un bouclier arcanique qui inflige 3 points de dégâts aux attaquants au corps à corps, ignorant la réduction de dégâts, à moins que ceux-ci réussissent un jet de force par égal à 14 pour tout échec des attaquants ou pour tout joueur passant son tour. Elle récupère... Ah, j'allais dire, et s'ils passent leur tour. Intéressant, c'est bien, il y a pensé. Elle récupère 4 points de vie et ajoute 2 à son prochain jeu d'attaque. Pour tout échec critique des attaquants, ceux-ci voient leur arme brisée. Ça c'est fun. Ça c'est fun. C'est une compétence qui est lourde, hein. Faut la lire, hein, faut la comprendre, mais les gars, je bouge pas, vous allez m'attaquer, ça va être plus dur, et si vous loupez, je gagne des points de vie. Si vous refusez de la faire, je gagne des points de vie aussi. Et ça, le fait que de refuser de le faire, ça fait gagner des points de vie, c'est ce que j'allais dire. Attention, on va pouvoir passer son tour. C'est très très drôle de dire prenez le risque, prenez pas le risque en fait, hein. Pétez votre arme, pas pétez votre arme. Okay. Donc si je résume, tous les mecs qui m'attaquent au corps à corps ils prennent 3, sauf s'ils font un jet de force supérieur égal à 14. Pour tout échec des attaquants ou pour tout joueur passant son tour. Des attaquants au corps à corps aussi, ou tous les attaquants, tous ceux qui échouent en fait leur attaque, en fait chaque fois qu'elle n'est pas touchée en gros, hein, j'imagine que c'est ça. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Quid des soins? Genre, est-ce que si je soigne mon mec, en gros, ça serait un peu ça. J'ai l'impression qu'elle se met dans une bulle où elle se soigne en fait, et tant que tu la mandales pas, et bah, elle se soigne. Quid effectivement aussi des joueurs qui utilisent des objets qui n'interagissent pas avec le boss. Je raise un pote, je soigne un pote, je m'enlève la brûlure, peu importe. Hein. Pour tout échec critique des attaquants, ceux-ci voient leur arme brisée. Ça fait mal au derche. En vrai, je briserai pas l'arme directement, je pense que je lui mettrai de l'usure. Parce que sinon, vu que c'est tous les 2 tours, elle va le faire assez régulièrement, ça peut arriver très vite, on peut se retrouver avec un mec qui peut plus rien faire. Et c'est pas hyper fun. Je sais pas si la brisure de l'arme c'est une bonne idée à ce niveau-là, parce qu'on peut vraiment bloquer des joueurs dans un endroit où ils peuvent plus rien foutre. C'est une vraie question à se poser. Sinon, effectivement, peut-être usure, ça prendra un peu plus de temps à minima. Ou alors dire l'arme elle est pas brisée, mais elle est autre chose. Elle est corrompue, elle leur fait des dégâts, elle leur fait des machins chaque fois qu'ils s'en servent, qu'il y a un coup, qu'il y a quelque chose à gérer. Mais super bonne idée. Hein. Abandon aux arcanes. Lorsqu'il lui reste 20 points de vie ou moins. Elle commence avec 70, mais elle peut se soigner de ouf. Hein. Ithmera laisse les arcanes la submerger. Elle gagne alors 5 dégâts et 2 défenses. Sachant qu'elle attaque 2 fois en ignorant le défenseur. 1 réduction de dégâts, 1 attaque supplémentaire par tour. L'effet de ses compétences est doublé, jet de réussite non compris. Ok. Elle perd néanmoins 5 PV par tour resté sous cette capacité. Ok, donc elle décide de le déclencher déjà. Donc elle peut, hein, vu que c'est partout. Non, ou c'est une obligation, j'imagine que c'est une obligation. Par contre, elle gagne des dégâts, elle gagne des PV, elle gagne des machins, et tous les effets de ses compétences sont doublés, donc ce qui veut dire que elle n'inflige plus 2 mais 4 points de dégâts, que le malus de force c'est plus 2 mais 4. En gros, il dit tout sauf léger. Hein, donc, j'ai de réussite non compris, ouais, j'ai compris, ouais, okay, c'est bon. Donc ouais, l'idée est hyper intéressante, je pense que c'est drôle, c'est fun, et équilibré, je sais pas trop, j'ai l'impression que
pas trop mal, donc j'ai pas envie de le tacler à ce niveau-là. Ça me fait pas trop peur, et en même temps, je pense qu'il y a quand même des parties à faire pour comprendre effectivement où sont ces limites de ce boss-là. Est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez en fait, hein. Des fois, on se rend compte, ça, à la lecture, ça a l'air bien, puis en fait, pas tant que ça. Donc c'est fun, ouais, clairement. Je me garde un 9 en fun pour vraiment quelque chose qui lui sert. C'est original, ça c'est clair. Dans la mécanique, dans la tournure des trucs. J'aime bien quand vous arrivez à me faire de l'original sans rajouter des trucs pour rajouter des trucs. C'est vraiment que de la tournure de phrase qui ramène l'originalité. Et c'est équilibré, j'ai pas envie de le tacler, ça me paraît pas mal. On a un autre deuxième 25. Donc ça se trouve, je serais obligé de trancher à un moment ou l'autre. Jean-Pierre le boulanger, alors ça on s'en fout, c'est mon truc de test, hein, vous posez pas la question. Lolo 21, mon petit Laurent qui est aussi toujours là pour nous aider, qui se propose, il me semble-t-il aussi, de lire le manuel si besoin est. Merci à toi. Tac, le Goliath du feu du monde des morts. Le souffle de la mort, attaque de fois ignore la brûlure et le poison. Ok, donc pas de couteau empoisonné sur celui-là. Le souffle de la mort, quand le boss arrive à la moitié de sa vie, il y a combien de vie d'ailleurs? 110, ce qui est déjà pas mal. Il peut faire brûlure 1 à l'un des joueurs de son choix s'il parvient à faire un jet d'attaque de 16 et plus. Et par la suite, toute attaque loupée contre le boss augmente la brûlure de plus 1. Alors, j'imagine que c'est augmente la brûlure de plus 1 sur ce jour-là. Alors, je comprends pas bien. Il peut faire brûlure 1 à l'un des joueurs de son choix s'il parvient à faire un jet d'attaque de 16. D'accord, à chaque fois qu'il l'attaque, ok. 16 et plus, ok. Il peut faire brûlure 1 sur un joueur. Ok, donc à chaque fois que ça me va, je comprends ça. Et à chaque fois qu'on loupe une attaque, on prend brûlure 1. Ok, donc là, clairement, un truc comme ça se réécrit. Hein. Clairement, c'est pas la syntaxe que nous on a, le wording, hein, comme diraient les professionnels. Mais ok, je comprends un peu le truc. Le châtiment de la corruption. Lorsque le joueur échoue à une attaque, il perd 1 point d'endurance et le tour suivant, il devra mettre 2 points d'usure à son arme. Ok. Chaque fois que je me loupe, j'ai de l'usure sur mon arme, donc on revient un petit peu avec la mécanique de tout à l'heure. Attention à pas trop casser les armes, parce que sinon c'est très embêtant. Après, avec le chapitre 2, tout ça, vous pouvez emmener des armes en plus. Ça peut être des trucs qui s'équilibrent assez facilement, mais attention. Lorsque le jet de dés de def du boss est impair, il double sa réduction de dégâts. Ça, c'est gratuit un peu. Ce qui monte à 6, hein, c'est beaucoup. Lorsque le jet de dés attaque du boss réussit et qu'il est sur un chiffre pair, il ignore la réduction de dégâts. Ok. Quand un joueur fait un jet de 5 ou moins, il ne pourra pas attaquer le tour suivant. Alors, ça, c'est des trucs que j'aime pas, je le dis à chaque fois. Ne bloquez pas les joueurs dans leur gameplay. Si vous êtes 6 autour de la table, que le mec il attend l'équivalent de 12 joueurs qui jouent avant de pouvoir refaire un truc, ça peut être le mec qui glande pendant 5 minutes, 6 minutes, 10 minutes, suivant comment les gens sont longs à jouer. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Laissez les gens jouer, bloquez-les, forcez-les à prendre des décisions, mais ne les empêchez pas de passer un moment ludique, c'est jamais drôle. Donc le boss c'est pas hyper original, il m'a l'air équilibré, pas hyper original, il faut réécrire des trucs. Et il faut faire gaffe au cassage des armes. Après, il y a le truc de pair impair qui peut être drôle. Voilà. Fun. 6. Équilibrage, par contre, je pense que j'ai pas grand chose à lui dire. Il m'a l'air équilibré. J'ai pas vu de grosse bouse hein, encore. Hein. Malgré mon bob de méchant, j'ai pas vu de quelqu'un qui m'a fait un truc complètement immonde. Il n'y a pas beaucoup de texte là. Ça va aller vite. C'est l'écœur de Hermos, toujours. Je sais même pas si ceux-là il les a proposés, j'ai oublié les noms, mais j'imagine que oui. Au pire, s'il a pas proposé un truc et que ça gagne, tant pis, il sera pas pour lui. À chaque tour des joueurs, contre-attaque. Si le MDD avait choisi l'option B lors de son tour, lors d'une. Alors, l'option B. Qu'est-ce que c'est l'option B? Alors, on va peut-être lire l'attaque d'abord. À chaque tour du MDD, pour chaque attaque réussie, le MDD choisit A. Inflige 7 points de dégâts, poison 2, affaiblissement 2 mais ne pourra pas contre-attaquer. Ok, donc soit je fais une grosse attaque mais je ne peux pas contre-attaquer, inflige 5 points de dégâts uniquement et pourra contre-attaquer. Ok, donc soit je tape à 5 et je peux contre-attaquer, soit je tape à 7, poison, affaiblissement, mais je ne peux pas contre-attaquer. Ça c'est le prémisse. Ensuite, contre-attaque. À chaque tour des joueurs, si le MDD avait choisi l'option B lors de son tour, donc il a choisi de pouvoir faire des contre-attaques d'attaque, lors d'une réussite en def, s'il réussit sa contre-attaque,
Liqueur inflige à son assaillant poison 2 ou brûlure 2 ou affaiblissement 2. La contre-attaque se fait comme une attaque. Le joueur lance un jet de def. Sinon réussi, le contre-attaque ne passe donc pas. Ok, donc en gros, le mec m'attaque. Je réussis mon jet de def. Je peux contre-attaquer. Donc je lance un dé pour l'attaquer. Et là, je peux lui faire poison ou brûlure ou affaiblissement. Je suis pas autant catégorique sur le fait qu'il y ait un choix qui soit plus intelligent que l'autre. C'est très dépendant des jets. Donc j'ai envie de dire que ça me paraît être un vrai choix. C'est pas un choix approximatif. Je vais me baisser un peu là comme ça. Vous voyez un petit peu plus mon bob cochonneau. Ok, c'est assez classique, mais il y a une petite mécanique rigolote. Il va peut-être manquer un peu de corps ce boss, je pense. Lorsque les liqueurs meurt, il inflige 5 points de dégâts sans réduction à tous les joueurs. Oui, ça on en avait parlé, je n'étais pas un grand fan. Ça fait un peu que vous êtes tous morts. Après, c'est un truc qu'il faut prévoir avant de le tuer. Ça peut être un peu une espèce de piège à con. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une mécanique de fin de boss. Après, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut... En fait, ce qui est intéressant aussi dans les combats de boss, c'est que des fois, on arrive, il n'y a plus que nous, et on le défonce, et c'est bon. Et là, on est un peu dans une mécanique où, dès lors qu'on sait qu'on peut plus soigner et qu'on n'a pas tous au moins 5, et ben on meurt. Le combat est déjà fini avant d'être fini. Voilà, c'est parce qu'il y a cette capacité qu'on ne peut rien y faire. Cette mécanique-là me dérange sur la psychologie des joueurs. Je trouve ça assez désagréable. Ça fait un côté je suis abattu avant de l'avoir battu. Voilà, ou de m'être fait battre. Ça me dérange un peu. Je suis pas grand fan de ce truc-là. Mais l'attaque contre-attaque, pourquoi pas, c'est un début de quelque chose. Fun. Ouais. Original. La contre-attaque, ouais, pourquoi pas. L'histoire de choix de l'attaque, c'est assez original. Et l'équilibrage. Non, pardon. L'équilibrage, j'ai envie de dire. J'aime pas ce que ça propose sur la psychologie des joueurs, mais il m'a pas l'air déséquilibré au sens. Est-ce qu'on a une chance de lui mettre la misère, quoi. Mathusalem de Bilbo Sakai. Bilbo Sakai. Ok, donc il n'y a pas beaucoup de texte non plus. Mathusalem, il fait quoi? Soif de sang. En plus, il me semble que c'est un vampire, hein, donc qui va un petit peu aller. Alors, il me les a pas regroupés. Bilbo, n'hésite pas à me regrouper tes créations. Il m'a fait pas mal de vampires, des maîtres vampires, des machins vampires et tout un tas de trucs vampires. Pourquoi pas, c'est assez intéressant. Mais il faut les regrouper, c'est quand même plus simple pour les gens. En plus de son attaque normale, Mathusalem attaque le joueur ayant le moins de vite. Il inflige 1 dégât, 2 hand et récupère 4 vite. D'accord. Donc, c'est pas s'il est réussi, c'est flat en fait. Chaque tour, il attaque un autre joueur, celui qui a moins de vite, et il inflige 1 dégât, 2 hand et récupère 4 vite. Quoi qu'il arrive, il enlève de land, il enlève un dégât, ok, il récupère 4 vite. Pourquoi pas? Le dégât est pas ouf, il n'y a pas marqué ignorant la réduction de dégâts, donc j'imagine que c'est le cas, mais il faut le noter. Ok, c'est pas hyper original, mais c'est fonctionnel. Et après, enlever de l'endurance, toujours pareil, faisez gaffe. Un combat où on a vite plus d'endurance, c'est aussi un peu chiant. Je préfère que votre héros il ait des moyens de les contrer de manière plus intelligente que juste retirer l'endurance, ou après tout le monde tape avec les armes. Voilà. Autant que faire se peut, même si c'est pas toujours facile. Mes enfants. Une fois tous les 2 tours, Mathusalem peut invoquer un vampire pour 5 vies ou un seigneur vampire pour 10 vies qui pourra attaquer immédiatement. Alors ces vampires là sont donc des créations, donc en gros c'est de l'invocation, c'est pareil, c'est du classique, hein, on l'a fait nous à plusieurs reprises, hein, que ce soit avec Talman, que ce soit avec l'âme du chasseur calciné, donc c'est du assez classique de pouvoir invoquer comme ça. Tout dans les profondeurs obscures de leurs âmes, tous les héros doivent réussir un jet supérieur ou égal à 14 sur sa caractéristique la plus faible. En cas d'échec, le héros ne pourra pas utiliser de capacité au prochain tour. C'est un blocage de capacité avec un jet assez classique qui a le petit twist de se mettre sur la caractéristique la plus faible. C'est fonctionnel, toujours pareil, sans être une prise de risque. En gros, un boss comme ça, ça me ferait... Alors, il manquerait probablement un petit truc ou deux, hein, histoire de le compléter, mais ça me fait pas peur, c'est relativement équilibré. Par contre, le côté original et fun, bah, il n'y est pas, puisque c'est des trucs qu'on a déjà. Donc, fun, 6, parce qu'on invoque quand même des vampires et on maîtrise pas, faut quand même pas déconner. L'originalité, on va mettre un petit 6 aussi, parce que voilà. Par contre, l'équilibrage... je sais pas. Il a 80 PV, moi en l'état, j'ai l'impression qu'il va se faire dérouiller les fesses. Surtout si ça lui coûte assez cher d'invoquer des gens. Ça peut aller très vite, hein. On lui met 2 attaques à 20, il lui reste 40 PV, il invoque un mec, il lui reste 30, tour d'après, il est fini, quoi.
Ça peut aller super vite et je suis un peu dubitatif. Je pense qu'il va mourir un peu trop vite celui-là. Nios l'Archimage qui est de Niomir. Niomir. Sous le nom magnifique de Benoît. 2 attaques immunisées aux effets négatifs, j'imagine. Brûlure, poison, tout ça. Est-ce que c'est celui-là qu'on a pas mal discuté? Ouais, celui-là on a pas mal discuté. On a fait pas mal de réflexions. C'est peut-être pas lui. C'est la transformation, ça doit être lui. À chaque 2 tours, donc un truc comme ça, on met tous les 2 tours, le MDD fait un jet du D6, donc lance un D6, si et selon le résultat, il inflige à 2 joueurs. Si 4 joueurs, il inflige à 3 joueurs, ok. L'un des malus, énergie chaotique ou antique malédiction selon son résultat. Lorsque Nios aura 25 vies ou moins, le jet se fera à chaque tour. Donc en gros, tous les 2 tours, il va balancer un D6. Il infligera l'un des malus selon son résultat. Ah oui, parce que c'est marqué en dessous. Voilà le résultat. 1-3, 4 à 6. Donc 1-3, énergie chaotique, 4 à 6, antique malédiction. Et quand il sera à 25 points de vie ou moins, il balancera la sauce à chaque tour. Énergie chaotique, ça fait quoi? Le MDD choisit effet parmi les suivants. De 1 à 3, poison 2, hémorragie, affaiblissement, corruption, brûlure. Donc il choisit en gros n'importe lequel et il le colle, j'imagine, sur, oui on l'a dit, 2 joueurs ou 3. Antique malédiction, donc là de 4 à 6, soit je casse l'armure, soit le bouclier, soit je brise une rune. Briser une rune, ça c'est un truc assez fun, j'ai pas vu. Les gens qui s'amusent à briser la rune, ça peut être drôle. Et ou moins 4 à tous les jets de def durant 3 tours. Est-ce que je mettrais 3 tours sur le moins 4 de def? Je suis pas sûr. Mais à voir. Par contre, casser l'armure, casser le bouclier et briser la rune, ça va être de toute façon les priorités avant de spammer. Je pense que même la def. J'aurais presque envie de me dire que je virerais le truc de def et je mettrais juste casse l'armure, le bouclier et le brise rune. T'as largement suffisamment de quoi faire autour de la table pour t'occuper un petit peu de temps. Ça peut être très drôle et largement suffisant. L'idée est intéressante, hein. Donc de pouvoir coller des effets un peu comme on veut, un peu au choix. D'un point de vue MDD, en tout cas à ce niveau-là, il y a une grosse prise de décision, il y a énormément de choses qui peuvent se passer. Pour le MDD, ce truc-là, c'est sûr, c'est fun. Du côté joueur et prise de décision, un peu moins, puisqu'ils le subissent, ils ne peuvent pas y faire grand-chose. Il faut composer simplement avec ce que ça implique. Mais ouais, il y a moyen de se marrer un peu. Au début, après, peut-être que pas casser directement, peut-être de l'usure, à réfléchir. Au début du tour des joueurs, un joueur effectue un jet de foi supérieur ou égal à 18. S'il échoue, tous les joueurs subissent un malus de moins 5 à leur force dex 1 fois jusqu'à la fin du tour du MDD. Donc là, c'est un malus global à tout le monde sur les caractéristiques de base. Si le mec il échoue, c'est pas hyper fun, c'est pas hyper original, par contre c'est fonctionnel et ça me fait pas trop peur. Pareil, il faudrait se poser la question, qu'est-ce qui se passe des prérequis, des armes, des armures, des machins. Lorsque l'Archimage est rendu à 30 vite et lorsqu'il meurt, donc 2 fois, à 30 et lorsqu'il meurt. À 30 ou moins, j'imagine, et lorsqu'il meurt, il se métamorphose en monstre puissant pioché au hasard par le MDD. Il devient en tout point une copie du monstre. Après avoir vaincu la première transfo, le combat reprend, gardant Fureur Noire et Sombre Destin actif. Alors, on se la refait au ralenti. J'ai 30 PV, je me transforme. Je deviens le monstre puissant. Ah oui, on en avait parlé, ça. Je lui avais dit ce qui serait intéressant, c'est que ton monstre puissant, malgré qu'il soit le monstre puissant, il est encore Fureur Noire qui se déclenche et Sombre Destin. Je trouvais intéressant, ça peut faire des combos assez drôles, notamment vu qu'il met des effets négatifs, par exemple, s'il devient la pestilence, qui empêche de soigner les effets négatifs. Donc il devient en tout point une copie du monstre après avoir été vaincu, et c'est important, c'est que du coup c'est pas les points de vie du boss qui descendent, c'est qu'en fait il devient en gros ce mob là, et quand le mob il meurt il redevient l'autre. Donc ce qui fait qu'il a que 60 points de vie, mais en fait il va récupérer quasiment 40 si on est toujours pareil à 4 joueurs, puisqu'il va se transformer 2 fois, donc de moyenne 20 et 20 PV, et après du coup il meurt. Donc en fait on va affronter ce boss là avec ses compétences et 2 monstres puissants à la suite qui ont en plus potentiellement ses capacités en plus. Je trouve l'idée intéressante, je trouve c'est relativement fun, surtout du côté du MDD. Je pense que c'est relativement pas trop mal équilibré, ça me fait pas trop peur, j'ai pas l'impression que ce soit trop fort, je pense que c'est un truc assez intéressant à faire. Ouais, je l'aime bien celui-là, je l'aime bien. Je pense que fun, petit 8, originalité. On fait du nouveau avec du fun, la transformation maudite est assez originale, 8 je pense. Équilibrage me fait pas peur, je pense que j'ai envie de mettre un 8 aussi, ce qui fait 24 points.
Est-ce que je lui mets autre chose? Je pense pas. 8-8-8, ouais, c'est une note qui me va bien. Concrètement, c'est une proposition assez balèze, hein. Elle est pas mal celle-là. Test 2, test. Ça, c'est les miens, posez pas de questions. Tic tac tac, Urvald, le fondateur encore de Hermos. Tic tac tic tac, les joueurs ont 15 tours pour le vaincre. Vous savez ce qu'on va faire? On est à combien de temps là? J'ai envie de vous faire un petit truc. On est à 45 minutes. On va être à peu près au milieu de la vidéo. S'il y en a un d'entre vous qui s'est vraiment tapé les 45 minutes de vidéo là, il me poste le mot Tartoquetch en commentaire sur YouTube. Voilà. Le premier qui me mettra Tartoquetch, hein, il y a les dates de proposition, on lui enverra aussi une petite figurine. Peut-être pas l'assimiler parce que je sais pas si on en a d'autres, mais on lui enverra un truc. Voilà. Si vous avez regardé la vidéo jusque là, bravo. Tartoquetch en commentaire. On discutera en MP, on vous enverra une petite figurine. Voilà. Sauf si c'est toi aussi le vainqueur, on ne fait pas non plus le radin. Hein, laisse un petit peu jouer les autres. Comme ça évitera les gens qui disent Prum, ceux qui regardent pas la vidéo, ou ceux qui vont un peu vite là. Tiens. Donc, Urvald. Tic-tac, tic-tac. Les joueurs ont 15 tours pour le vaincre. Quand un joueur meurt pour la première fois, il ressuscite avec la moitié de sa vie max. Et le nombre de tours pour vaincre Urvald diminue de 1. Donc quand un mec meurt, il revient automatiquement avec toute sa vie. Mais par contre, on a un tour de moins pour le vaincre. On n'a que 15 tours pour vaincre le boss. Ok. Quand un joueur meurt une deuxième fois, il ressuscite avec un vite, un hand. Et le nombre de tours pour vaincre Urvald diminue de 2. Donc la deuxième fois que le mec il meurt, ça diminue de 2. Si un joueur meurt une troisième fois, il ne ressuscite pas. Et Urvald récupère autant de vie que la vie de base du joueur. Donc, ok, s'il arrive à tuer 3 fois le même mec, il n'y a plus de diminution de tour. Par contre, je récupère de la vie. Ok. De près ou de loin? À chaque tour du MDD, celui-ci décide si Urvald est au corps à corps ou à distance et applique les dégâts correspondants si son attaque est réussie. Au corps à corps, 8, sinon 6. Si à distance, ça fait mal. Hein. C'est fort, faut faire attention, ça peut vite tuer des gens à chaque tour, ça peut être un petit peu trop. Tous les 2 tours, quand Urvald défend s'il échoue, le MDD choisit 1. Malus de moins 2 attaque à sa prochaine attaque mais inflige 2 dégâts, ignorant la réduction aux dégâts à son assaillant, ou Urvald perd 4 vies de plus et fait apparaître un monstre intermédiaire de son choix. 3 max sur le champ de bataille, ou un malus de moins 2 en def jusqu'au prochain tour des joueurs, mais inflige 2 points de dégâts ignorant la réduction de dégâts à son assaillant. Donc en gros, soit je m'inflige à chaque fois qu'on me tape, et que donc à chaque fois que le boss est tapé et qu'il échoue, il inflige soit moins. Alors, choisir un malus, soit il décide de se prendre un malus de moins 2 en attaque, moins 2 en def, et de faire des dégâts au mec qui l'a attaqué. Ok. Soit il décide de perdre 4 vite et d'invoquer un monstre intermédiaire au hasard. Non, de son choix, pardon, sur le champ de bataille. Voilà. Donc, je trouve la mécanique des tours intéressante. Ça, on en avait parlé avec Hermos, je trouve ça intéressant. Le reste est un peu moins inspiré, hein. Les malus, les dégâts, les machins, ça fonctionne, ça me fait pas peur, mais dans le côté originalité, non. Par contre, le tic-tac, avoir un boss qui te reste toi-même et dont l'idée c'est de réussir à le tuer le plus vite possible. Voilà, après ça, je pense que c'est une vraie complexité à équilibrer. C'est un boss qu'il faudrait tester et tester. Je dis pas qu'il est déséquilibré, je dis qu'il faut le tester en boucle pour voir exactement comment ça se comporte. Et c'est quoi le sweet spot du nombre de tours à trouver en fait. Hein. D'autant qu'il manque un petit peu d'armes pour se défendre. Ouais. Fun. J'ai envie de mettre un petit 8. Fun. Pour les boss, pour tout le monde, enfin pour le MDD, je pense que ça fait un boss assez rigolo. Original aussi. L'équilibrage me fait pas trop peur, sans me mettre comme ça, je suis un peu plus dans le flou, je vais y mettre un petit 7. Verfalas, qui est aussi un mec inconnu. On sait pas qui c'est Verfalas, donc je vais aussi mettre Bel Inconnu, puis si c'est lui qui gagne, je l'aurai non plus. D'ailleurs, c'est pas Bel Inconnu en 25 là? Oui, si, c'est un inconnu, donc je vais être obligé de débugger en urgence derrière pour comprendre qui c'est qui a gagné. Tous les 2 tours, en plus de son attaque de base, Verfalas charge avec sa monture Epnir. Alors j'imagine que ça vient d'un jeu que je connais pas. Éduquez-moi en commentaire si vous savez. Hein. Le défenseur. Si son adversaire effectue
un jet de force inférieur ou égal à 4, inférieur à 14, ok. Il perd 2 vitalité et est jeté à terre. Un autre joueur devra être désigné comme défenseur pour le prochain tour. Voilà, donc c'est un effet comme l'événement perd ses appuis, ou un peu comme d'ailleurs la grande prêtresse avec son étreinte. Si Verfalas est victime d'attaque à distance, Epnir se cabre et émet un effroyable hennissement que seuls peuvent supporter ceux qui effectuent un jet de fois supérieur à 10. Le cas échéant, leur défense est diminuée de 2 pendant 2 tours. Donc à chaque fois qu'on tape à distance, on peut faire diminuer la def de tout le monde qui ne fait pas un jet de fois machin. Ok. Albarde du chaos. Si Verfalas réussit un coup critique ou si un héros effectue un échec critique en défense. Ok. Il applique un bonus en défense de -4 pendant 2 tours à tous les héros. De plus, cela permet à Verfalas d'attaquer de nouveau en ignorant le défenseur. L'effet est cumulable et diminue de 1 la difficulté pour Verfalas pour réussir un coup critique. Ok, donc là c'est lourd dans l'écriture, mais je comprends concrètement le principe. -4 en def à tout le monde, je peux réattaquer et ça se cumule. Hein. Donc plus le temps passe, plus les gens font de la merde, plus j'ai de chances d'augmenter ma plage de coups critiques, et donc passer de 20 à 19-20, 18-20, etc. Combien de PV? 100. Pas hyper original. On l'a vu ça plusieurs fois passer ici, et puis dans notre truc à nous. Mais fun. Ce que j'entends par fun souvent, c'est qu'il y a des prises de décision d'un côté ou de l'autre, ou des besoins de réactivité. Là, c'est ce que j'avais dit à Hermos, parce que je le fais un peu plus chier avec ses créations parce qu'il en fait beaucoup, comme ça je l'oblige à être de qualité. On est dans une dynamique assez simpliste dans le sens où le combat se déroule sans prise de réflexion de la part de personne, sauf peut-être des héros qui pourraient refuser d'attaquer à distance pour éviter le malus. Et c'est à peu près tout. Il n'y a pas de grosse prise de décision, de réactivité à avoir, il n'y a pas de tout ça. Et vous allez voir qu'avec le chapitre 2, c'est ces trucs-là qui sont un petit peu plus mis en avant, cette volonté de vous faire réfléchir à ce que vous devez faire et pourquoi vous devez le faire. Du coup, je ne sais pas s'il est fun plus que ça, original probablement pas, et équilibré me fait pas peur. Voilà, équilibré, je pense qu'on n'est pas trop loin d'une réalité tangible. Et donc pour le dernier, visiblement, qui est encore Hermos, qui décidément nous a gâté aujourd'hui. Yield, la légendaire. Attaque une fois tous les joueurs. Ok, donc là il y a une particularité intéressante. Piège, au début du tour, il peut choisir de ne pas attaquer. Donc il attaque pas. Comment ça attaque une fois tous les joueurs alors qu'elle tape à 8? Ok, d'accord, je viens de voir attaque dégâts 8, ok. Si Yield n'attaque pas, elle pose un piège permanent jusqu'à ce qu'il soit déclenché par un joueur. Le piège a une superficie de 4 cases, donc ça c'est clairement du chapitre 2. Quand un joueur passe ou s'arrête dessus, il prend affaiblissement 2 et ne pourra pas attaquer à son prochain tour. Ok, donc je pose des pièges, j'en fous un peu partout, pourquoi pas. Au début du tour des joueurs, le MDD lance un D20. Ok, donc au début du tour des joueurs, ok. Sur un résultat supérieur ou égal à 15, il peut déplacer jusqu'à 2 joueurs ciblés comme il le souhaite. S'il le fait, il ne pourra pas se défendre face à ces deux mêmes joueurs jusqu'au prochain tour des joueurs. On avait parlé de ça et je lui avais dit, parce qu'à l'époque, en gros, s'il déplaçait les joueurs, il ne pouvait pas se défendre tout court. Voilà, je lui avais dit, j'ai pas envie de m'amuser à déplacer 2 gars pour après me prendre toutes les mandales du monde dans la tronche par tout le monde. Ouais, ça posait cette question-là. Maintenant, effectivement, il déplace des joueurs. Alors pareil, j'avais dit, il serait intéressant que ça considère que c'est le déplacement des joueurs en fait qui contrôle le déplacement des joueurs. J'entends par là que là, moi, on me dit je déplace deux joueurs, on m'a pas dit que ça niquait leur propre déplacement durant leur tour. Ce qui veut dire que, en gros, je te déplace de 4 cases, bah, tu reviens de 4 cases et tu me mets la mandale tout pareil. Voilà, donc là, il y a un problème dans l'écriture, on peut le comprendre, je pense, si on réfléchit 2 secondes, mais c'est pas hyper clair. Et pareil, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire alors que je vais me prendre des mandales gratos? C'est très dépendant du. Ouais, ça dépend. Froideur spectrale, tous les 2 tours. En plus de son attaque, Yield inflige 2 dégâts ignorant la réduction de dégâts à tous les joueurs. Ok. Lorsque Yield est à 20 de vite ou moins, le MDD peut faire venir un monstre puissant de son choix sur champ de bataille. S'il le fait, Yield prend possession du monstre et a désormais les mêmes statistiques et capacités que le monstre puissant en plus de ses capacités. Quand le monstre puissant meurt, Yield reprend ses statistiques et capacités uniquement et passe à 1 vite. Donc en gros, elle se transforme un peu comme notre boss, elle se transforme en monstre puissant. Une fois que le monstre puissant est mort, elle reste à 1 vite, on lui met le dernier coup, elle est morte.
Je suis pas hyper motivé pour ce boss pour deux raisons. Déjà, le attaque une fois tous les joueurs avec 8 points de dégâts. Ça, je peux juste pas dire oui, c'est pas possible. On peut pas s'amuser à one-shot tout le monde à chaque tour. Si ce n'est les mecs qui sont défenseurs, ou alors faut venir avec une grosse équipe de bourrins et ça limite un peu quand même le choix aux joueurs, des statistiques, des possibilités. En fait, t'es obligé de venir avec des défenseurs, avec des boucliers, sinon tu peux rien y faire. Et c'est assez embêtant. En plus de ça, on colle 2 points de dégâts à tout le monde à chaque tour. Tous les 2 tours, pardon. Ça fait beaucoup de dégâts à supporter pour une équipe. Il peut déplacer. Et le déplacement, il manque des trucs. Clairement, pour moi, il manque des trucs. Par contre, l'idée du piège, ça, c'est une idée intéressante. Par contre, dans quelle mesure, j'ai envie de dire, toujours pareil, on va revenir au fait du faux choix. Il n'y a aucun moment dans ma vie où je vais me dire, je vais poser un piège qui va faire affaiblissement 2 à un joueur qui va marcher dedans, quand je pourrais m'amuser à coller 8 points de dégâts à tous les joueurs. Ou à moins avoir une chance de faire 8 points de dégâts à tous les joueurs. Je vais jamais le faire. Clairement, c'est pas un choix stratégique qu'un mec va faire. S'il lit le truc bien, il va se dire c'est complètement con, je vais jamais le faire. Donc là, il y a un gros problème d'équilibrage et quelques petits pépins de relecture. Voilà. Donc je vais mettre un 4 en équilibrage, même 3, même 2. De toute façon, c'est Armos, je fais ce que je veux. Par contre, l'idée du piège, j'aime bien. Ouais, j'aime bien l'idée du piège, j'aime bien l'idée de la transformation, hein. C'était original avec l'autre boss, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas ici, c'est pas parce que je l'ai déjà lu que ça ne l'est plus. Et est-ce que c'est fun? Je pense qu'il pourrait le devenir. Je vais mettre 6 encore, il pourrait le devenir si les choix sont un petit peu plus des vrais choix. Ce qui nous amène à 2 vainqueurs actuellement. Gruul de Hermos et Itmera du bel inconnu. Alors je vais ressortir Gruul et je vais ressortir Itmera. Je vais me remettre en tête vite fait. On va faire comme ça. Voilà, on va dire montre-moi les boss s'il te plaît. Gruul, il est là. Alors Gruul c'était quoi? Ouais, c'était celui qui avait les petits pépins ici à régler. Au niveau des textes, hein, mettre des trucs qui... il a rien d'être super bien ce boss, quoi. Il est vraiment à que dalle, à quelques petites modifications de ce machin là. Je l'achète pour le chapitre 3, tu vois. Pour chaque attaqué, ouais, ça c'est intéressant. Et l'exil est intéressant aussi, il est très très drôle dans la mécanique. En plus, ça met les joueurs les uns contre les autres. Il est vraiment pas grand chose d'être bien lui, hein. D'être vraiment parfait en fait. Ok, donc Gruul. Et l'autre, on a dit que c'était Itmera. Est-ce que Itmera elle est ici? On va aller comme ça, sinon on l'a pour l'année. Itmera. C'est celle qui a le bouclier, hein. Ah, le bouclier il est bien aussi, hein. Le bouclier il est très très bien. Sauf en cas de jet de dex peut égal à 12, ou qu'un achat critique, l'extase arcanique qui soigne lorsqu'il lui reste 20 points de vie. Itmera submergée, elle gagne des points, elle est plus efficace, mais elle prend des mandales. Et en même temps, elle peut faire l'extase arcanique. C'est dur, hein. En vrai, là, pour une fois, c'est dur. Et j'ai envie de choisir l'un des deux. Parce que lui aussi, en fait, Itmera, c'est pareil. Il n'est pas parfait. Il y a 2-3 trucs qu'on pourrait s'amuser à modifier pour le rendre bien. Mais ça, extase arcanique, en l'état, j'achète aussi, quoi. L'abandon arcane est vraiment bien aussi. Elle fait pas trop de dégâts. Elle ignore le défenseur. Mais elle a plein d'autres manières de mandaler. C'est dur. C'est très très dur. C'est très 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 dur. Je pense que je vais choisir Itmera. Et je vais vérifier avant de dire des bêtises. Et je choisis Itmera pourquoi? Parce que l'autre, avec Gruul, on en a assez longuement parlé avec Hermos. On a eu des échanges et il lui a fallu du temps pour en arriver là. Entre guillemets, hein, il a fallu des versions. Il y a encore des trucs à dire. Là, il est pas loin d'être parfait et j'en ai jamais parlé avec personne. Je sais pas qui c'est qui l'a fait, faut que je regarde sur Facebook. Et donc la personne sortie de son chapeau, voilà, elle débarque avec ce truc là. Moi j'ai envie d'en dire que du bien, quoi. Donc chapeau bas, et je pense que tu as le droit d'être le vainqueur. Tu vas avoir plus 1 point parce que tu t'es débrouillé tout seul et que clairement j'ai rien à dire là-dessus. Donc originalité, fun, je sais pas, 10. Voilà, ce qui te met à 26. Simplement pour le côté, je me suis dépatouillé tout seul. Est-ce que j'arrive à retrouver sur Facebook qui a fait Itmera? Ça nous poussera à une petite heure de vidéo. Paria, les recrues. Pokémon Go toujours. Si vous voulez changer les cadeaux, faisez-vous plaisir.
Itmera, est-ce que j'arrive à voir qui a proposé ce truc-là? Pourquoi ça plante? Comment j'ai réussi à faire planter le nom de quelqu'un? Nios, non. Ah, c'est Wilfried Ménager. Je participe avec 2 machins. Et ben Wilfried Ménager, tu as gagné. Que tu habites à Nantes, d'ailleurs c'est très bien parce qu'on va des fois à Nantes. Le Ludi Nantes était très bien, j'ai très envie d'y retourner. Il y a un copain Yann là-bas qui est très très sympathique, qu'on a rencontré, qui a joué avec nous. Bref. Donc voilà, très bien, Wilfried Ménager, tu es officiellement vainqueur avec Itmera. S'il te plaît, je vais te dire ton nom de toute façon. Contacte-moi parce que j'aimerais bien savoir ce qui fait que ton compte plante. Qu'est-ce que tu as réussi à me foutre pour être le seul à me faire planter un compte sur Encyclopédie? Posons-nous la question. Itmera. Comme si tu avais réussi, comme si tu n'avais jamais posé la question de donner ton nom d'utilisateur. Je sais même pas comment tu as fait. À mon avis, tu as créé des trucs qui n'appartiennent à personne. Donc on va se poser la question de ton compte, de comment t'en es arrivé là. En attendant, merci d'avoir écouté jusque-là. Je rappelle qu'il y a un petit cadeau qui attient à celui qui a vraiment regardé la vidéo. Faites-moi signe. Et puis en attendant, je vous fais des gros poutous. Prenez soin de vous. Le chapitre 2 avance bien. On taffe dessus à 100%. Le deck building, ça va se faire. J'ai acheté Clank. On a acheté Hero Realms ou je sais plus quoi. Star Realm aussi, qui est pas foufou. On a acheté 2-3 conneries pour commencer un petit peu à se chauffer avec ça. On avait déjà Legendary à la maison, donc voilà, on est en train de voir un petit peu tout ça et on va vous faire un deck building à l'ordre de veille. Ce sera la suite du chapitre 2. J'enlève donc mon super cochonou et je vous souhaite une très bonne fin de semaine puisque nous sommes actuellement jeudi. Allez, des bisous et portez-vous bien.